Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui d'être avec vous sur ce nouveau webinaire consacré à la thématique de la place de la femme dans la cybersécurité. Donc aujourd'hui, je serai accompagné de Coralie Héritier, d'Ilham Choukrani et de Muriel Toiti. C'est vrai que ce sujet, on en a parlé tous les quatre ensemble il y a quelques jours. C'est un sujet d'importance. C'est un sujet d'importance, la place de la femme, la place de la femme dans la cyber. C'est vrai que ce sujet, il est important de le démystifier. C'est vrai que le sujet cybersécurité, on en parle souvent dans la presse, on parle souvent d'attaques, on parle souvent de choses, on va dire, un petit peu anxiogènes. Moi, ma conviction, c'est pour assurer la bonne mixité dans ce domaine, il faut en faire un sujet de formation, un sujet de formation et de sensibilisation pour le grand public. Et c'est là où je pense qu'effectivement, le rôle de la femme peut avoir une importance stratégique dans ce domaine, moi qui me passionne depuis une vingtaine d'années, dans lequel je travaille dans la cybersécurité. Pour commencer ce webinaire, je vous propose de vous donner quelques chiffres avant d'entamer la table ronde, quelques chiffres sur l'état des lieux. L'état des lieux, alors c'est pas seulement, c'est vraiment dans le monde. Donc on a repris quelques études récentes, notamment quelques chiffres. Dans le domaine de l'IT, on est sur une représentation au niveau mondial de 25% de la place de la femme. Dans le domaine militaire, on est à 15%. Et on voit que dans la cybersécurité, on est à 14% en termes de pourcentage. Si on regarde également par région, donc c'est le graphique qui est en haut à droite, donc c'est vraiment le continent nord-américain qui a le plus fort taux en termes de taux de représentation de la femme dans la cyber. On est à 14% et on voit qu'au niveau européen et au Moyen-Orient, voilà, on est sur des taux beaucoup plus faibles. On est de l'ordre en Europe de 7%, ce qui reste quand même un taux qui est quand même assez faible sur la femme de la cyber. Si on continue quelques chiffres, effectivement, en France, alors c'est notamment Guillaume Poupard, hein, le patron de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui le dit dans l'ensemble de ses discours, qui alerte sur le manque de formation dans la cybersécurité. Le graphique qui est intéressant sur la droite, qu'on a tiré d'une étude assez récente du Sens, ce qu'on regarde, c'est qu'en termes de formation initiale sur les femmes, des Bac plus 4, Bac plus 5, Master, il y a plus de 80%. C'est sur le graphique, ce qui est en rouge et vert, on a 80% en fait de femmes qui sont formées, qui sont sur du Bac plus 4, Bac plus 5. Par contre, ce qui est assez paradoxal, quand on regarde le graphique en bas du slide, on remarque que la meilleure formation en cybersécurité, ça reste quand même par l'expérience sur le terrain, l'expérience sur l'État à 86%. C'est pour ça qu'on peut en déduire qu'il y a un fossé entre les femmes sont assez bien formées sur des Bac plus 4, Bac plus 5, on regarde à plus de 80%. Par contre, sur la cyber, leurs principales armes et leurs expériences se fait vraiment sur le terrain. Je continue avec quelques chiffres et quelques initiatives. On remarque qu'en France, notamment avec le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité et l'égalité des chances, donc là c'est Elisabeth Moreno, voilà, qui est une patronne de la tech, qui a été nommée là récemment en tant que ministre. Elle était également dans son passé, elle a travaillé chez Dell et elle était également directeur général chez HP. Donc, c'est une des femmes qui est issue de la tech. Également, pour citer, mais il y en a beaucoup d'autres, on a une fondation des femmes du numérique en France qui existe, et également une association des femmes ingénieurs. Donc, c'est quand même un domaine qui bouge énormément. Nous, chez OnePoint également, on a fait le choix d'avoir une mission sur l'égalité et la pluralité. Je regardais hier, chez OnePoint, on a créé un groupe Workplace où on a plus de 487 membres qui régulièrement discutent sur ce sujet autour de l'égalité hommes et femmes. Également, en termes d'enjeux et de perspectives,
Donc, on va en parler notamment avec nos différentes intervenantes. Donc, il y a deux associations qui sont sur ce domaine de la sensibilisation. Il y a Women for Cyber et également le CEF6, qui sont des associations qui font bouger les choses en termes de la place de la femme dans la cyber. Sur l'aspect formation, donc là, tous ceux qui connaissent, il y a également il y a la NSSI qui fait également bouger beaucoup les choses depuis plusieurs mois. Notamment, je peux le citer, il y a un programme Cyber Edu qui est lancé par le CFSSI pour la sécurité du numérique et notamment pour les formations en France. Et dernière initiative qu'on a entendue, qui a été lancée par le président de la République, Emmanuel Macron, que prochainement, on va choisir en France un campus de la cybersécurité. Et cette initiative, elle a été lancée, elle a été largement inspirée par rapport à ce qui a été fait par rapport à d'autres cyberpuissances, notamment les États-Unis, Israël et la Chine. Voilà. Tout ça pour vous dire que sur la place de la femme dans la cybersécurité, les chiffres le montrent, il y a un certain retard, mais l'écart est en train de se réduire par tout un tas d'initiatives qui sont lancées là depuis plusieurs mois. Ce que je vous propose, c'est d'introduire, je vais laisser maintenant la place à nos trois intervenants, avec Muriel, dans l'ordre, ça va être Muriel, Coralie et Ilham. Voilà, tout d'abord, je veux vous dire que je suis très heureux que vous ayez accepté de participer à ce webinaire aujourd'hui. Voilà, alors on en a parlé ensemble tous les quatre. Voilà, c'est un premier webinaire qu'on lance sur cette thématique. Bien entendu, il y en aura d'autres à la rentrée. Du coup, maintenant, je vais vous laisser la parole parce que l'idée, c'est d'entendre votre point de vue et vos témoignages. Muriel, je vais te laisser la parole. Et Muriel, écoute, déjà encore merci d'avoir accepté l'invitation. Muriel, je souhaiterais que tu puisses nous donner ton témoignage sur Israël, qui est un champion de la cybersécurité. Est-ce que tu peux nous dire, en termes de parité, quelles sont les initiatives lancées là-bas et est-ce que c'est mieux respecté qu'en Europe? Merci beaucoup Bertrand. Bonjour à tous, bonjour Coralie, Ilham et tous les participants à ce webinaire. Je suis absolument ravie, Bertrand, merci de cette invitation. Ce qui a paru intéressant en fait dans ce panel, c'est essayer d'avoir aussi un éclairage sur l'écosystème israélien qui est un autre écosystème en matière de nouvelles technologies, évidemment de cybersécurité. Je vais essayer pendant les minutes qui me sont accordées, effectivement, de vous donner cet éclairage, tant en matière de technologie de cybersécurité, mais également en matière de parité, comme on dit communément, et je pense que tu l'as très bien dit, Bertrand, tout est une question, in fine, de culture, d'éducation, de formation, et surtout de démystification, si je puis dire, des sujets dits complexes, des technologies pour apparemment les femmes, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, faire une petite introduction, en effet, sur Israël me semble importante. Il faut savoir que depuis sa création, l'État d'Israël a fait, vous le savez, face à de nombreux défis extrêmement complexes. Ça a été un peu sa genèse en matière de sécurité, qui ont obligé les dirigeants de ce pays finalement à articuler les principes fondamentaux de la sécurité nationale, cette configuration géopolitique étant un facteur, hélas, pour eux, dominant de la sécurité nationale. Un pays de 75 ans, pionnier, qui a été un des premiers à mesurer les risques finalement de la cyberguerre parce qu'il y avait déjà la guerre, mettant en danger évidemment son existence, et puis qui a sensibilisé les entreprises privées avec le secteur public, qui ont été finalement les premières à en bénéficier. Ce qui a fait effectivement que s'il a commencé il y a déjà 75 ans, ces quelques années d'avance, qui ont permis d'être aujourd'hui un leader mondial en domaine de la sécurité, de la cybersécurité, mais pas que d'ailleurs dans toutes les nouvelles technologies. Quelle est la stratégie du gouvernement israélien en matière de cybersécurité? C'est d'abord un moyen d'intégration et d'ascension sociale. Et ça, c'est très important parce que ça nous rejoint au sujet de l'éducation et de la formation. Partant effectivement d'une menace liée à son environnement géopolitique, Israël a fait de la cybersécurité une opportunité non seulement de développement et de croissance économique, mais aussi d'intégration sociale et de mixité, qui nous amènera en fait
et finalement à la parité en utilisant finalement l'informatique, les nouvelles technos comme un moyen de formation pour les jeunes et ce depuis le plus jeune âge. Alors, la cybersécurité est considérée, on l'a dit en Israël, comme un moyen de croissance économique par l'excellence de la recherche qui est faite dans les universités et dans les écoles d'ingénieurs, et je parlerai du Technion, l'excellence pratique aussi de l'armée. Et il faut savoir qu'Israël est un écosystème interconnecté. Les universités, les écoles d'ingénieurs, l'armée, les startups, les multinationales qui ont choisi de positionner leur sorte de R&D pour bénéficier finalement de la tech israélienne en Israël. Et puis, vous le savez, le service militaire est obligatoire pour les jeunes hommes comme pour les jeunes filles à l'âge de 18 ans. Donc, l'armée est par définition un terrain d'expérimentation, de réels défis en temps réel, de solutions de cybersécurité. Et cela fonctionne finalement comme des startups, comme de l'entrepreneuriat, de l'expérimentation, du travail d'équipe, de la mixité, du leadership aussi bien masculin que féminin. On est responsable parce qu'on prend des décisions importantes, on survit à l'échec, on est agile et finalement, on est dans la gestion de l'adversité, ce qui est une merveilleuse préparation à la vie dite entrepreneuriale, mais oserais-je dire à la vie tout court. Autre point important, et j'essaye d'aller très vite, l'enseignement de la cybersécurité débute au collège. Et ça, c'est très important. Et Israël est peut-être le seul pays au monde dans lequel la cybersécurité est une option au lycée. Ça commence très tôt avec une démarche d'exposition à la tech, garçons et filles, avec du développement des connaissances et des compétences en informatique, du codage, des logiciels de cyber qui se poursuit par des programmes spécialisés extrascolaires et évidemment ensuite dans l'armée qui encadre les jeunes et qui leur donne confiance en eux et qui est un facteur clé, on le sait, de réussite professionnelle, personnelle, voire entrepreneuriale. Les universités israéliennes et le Technion, en l'occurrence, que j'ai eu la chance de fonder en France et de présider pendant 17 ans, est peut-être aussi la seule université au monde qui propose une spécialisation en cybersécurité. C'est le seul pays au monde, Israël, où il est possible d'obtenir un doctorat en cybersécurité en tant que discipline indépendante et non en tant que science de l'informatique. Et ça, c'est très important. Puis, de nombreux programmes sponsorisés par le gouvernement et notamment le Cyber National Bureau, qui est un peu l'homologue de l'ANSSI, dans lequel on ne rentrera pas, hélas, par manque de temps. Avant de passer à cette parité qui est le sujet de notre webinaire ce matin, j'aimerais vous donner quelques chiffres intéressants dans le secteur de la cybersécurité en Israël. On l'a compris, Israël, et parce qu'elle n'avait pas le choix finalement, encore une fois, hein, c'est lié à cette configuration très particulière du rien n'est acquis, de la zone d'inconfort, de l'adversité au quotidien, de l'autosuffisance parce qu'il n'y a pas de ressources naturelles. Et donc la tech, donc la cybersécurité, Israël est devenu une puissance à ce niveau-là, dotée d'une industrie d'une valeur de 82 milliards de dollars, sans compter les dépenses pour les équipes de sécurité interne, voire les procédures. Le pays exporte pour 6,5 milliards de dollars par an de cybersolutions, soit près de 8% du marché mondial, avec 5% de la part du marché mondial de la cybersécurité. Juste derrière les US, c'est 15% d'investissement mondial dans le cybersecteur, ce qui est assez intéressant, je dois dire. Et puis, j'ajoute, et je le disais quand je parlais de l'écosystème interconnecté, aussi avec les multinationales, les grands groupes américains, mais également européens, qui ont choisi de positionner leur R&D, il y en a 30 en Israël, à côté des écoles d'ingénieurs et des universités pour bénéficier de la tech. Je clôturerai avec la place des femmes dans le high-tech israélien. On le sait, Israël est connu comme la Startup Nation. Ça a été un produit très marketé, mais ce n'est pas des mots et des concepts, c'est vraiment incarné dans la chair, dans l'ADN, dans la génétique, dans la culture. Les femmes détiennent des postes clés en Israël dans de nombreuses entreprises high-tech du pays. Je vais vous donner une étude qui a été menée par l'International Institute for Management Development qui dit que Israël est 21e sur 59 nations développées qui favorisent l'égalité des sexes dans le milieu du travail. Je dois dire qu'avec mon expérience professionnelle, alors d'abord avoir vécu 20 ans en Israël, ayant fait l'armée pendant 2 ans et demi, ayant créé une start-up, revenu ici, fondé le Technion en France pour créer des partenariats. La place de la femme m'a évidemment sensibilisée en France. Je l'ai beaucoup porté dans l'écosystème français, dans les partenariats que j'ai pu développer et concrétiser.
Et certainement, le fait d'avoir servi dans l'armée pendant 2 ans et demi en tant qu'officier, d'ailleurs, a été un merveilleux terrain de jeu, d'expérimentation pour façonner finalement d'abord cette condition de l'être, mais également, si vous voulez, la façon d'interagir avec l'autre dans ce qu'il est différent de soi, tout en s'acceptant sans complexe et de façon sereine. En 2019, et je finirai avec cela, le classement mondial des écosystèmes de start-up avait placé Tel Aviv en tant que 5e ville ayant le plus important pourcentage d'entreprises créées par des femmes. Le pays est plus généralement au-dessus de la moyenne mondiale en ce qui concerne le soutien, évidemment, à l'enseignement scientifique pour les femmes et le développement d'opportunités qui sont équivalentes entre les deux sexes. On l'a dit, la position des femmes dans le secteur de la high-tech est due, évidemment, en partie grâce à l'armée, ce qui est un rôle énorme, vous le saisirez, dans la construction de la personnalité, le développement des talents, mais aussi par un système éducatif ouvert, et ce, on l'a dit tout à l'heure, depuis le plus jeune âge. L'augmentation du nombre de femmes ne cesse de croître depuis de nombreuses années grâce à de multiples initiatives d'encouragement pour la parité en Israël, apportant ainsi la diversité et la créativité qui est essentielle à ce secteur, puisque ça se complémente, je le disais tout à l'heure, dès que le cœur et la raison, l'intelligence émotionnelle et intuitive avec l'intelligence rationnelle se rencontrent sereinement et sans complexe, on peut bâtir des montagnes. Et puis, j'en veux pour preuve, et je conclurai définitivement avec cela, que les universités en Israël, notamment le Technion, détiennent plus de 44% de chercheuses, d'ingénieurs et des CEO de start-up parce qu'elles ont été finalement, encore une fois, il n'y a pas de miracle, je le dis toujours, on ne fait pas de meilleures recherches en Israël, on ne crée pas de meilleures start-up en Israël, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on en fait et où on veut aller avec. Dans cet écosystème interconnecté qui mise sur la parité, qui mise sur l'acceptation, encore une fois, et j'y tiens beaucoup, de l'autre dans ce qu'il est différent de soi de par son sexe. Tout est une question de culture, d'éducation, de mœurs, de mentalité. Nous en sommes, nous les acteurs majeurs, à faire en sorte, finalement, en tant qu'acteurs libres, participatifs et engagés, de par nos fonctions, que nous soyons hommes ou femmes, de par notre libre arbitre, à nous engager dans des missions et à faire en sorte, en effet, que les femmes et les hommes soient dans un registre, en effet, de parité, mais surtout, surtout vivre sereinement et de façon très harmonieuse ensemble pour faire évoluer la société, pour le progrès pour tous et surtout pour le progrès partagé par tous. Voilà. Merci Muriel. Merci Muriel pour ton témoignage. Voilà, plein d'énergie et toujours aussi passionnant. Voilà ce que je retiens, c'est que effectivement, avec tout ce que tu nous as dit et étayé avec les chiffres, la parité semble mieux respectée en Israël. Là-dessus. Maintenant, je voulais passer on va dire la parole à Coralie. Coralie, que tu donnes un peu ta vision terrain en France également. Voilà, tu es une des rares femmes, j'allais dire patronne et directrice générale d'une société en France en cyber. Voilà, ça je préfère le souligner. Hein, ça se compte sur les doigts d'une main. Ce que disait Muriel, il y en a beaucoup en Israël. Et voilà, du coup, Coralie, je vais te laisser la main et donne-nous un peu ta vision, ton témoignage et aussi ton témoignage personnel sur cette thématique. Oui, merci Bertrand. Et merci Muriel pour ce témoignage parce que déjà, j'en tire un enseignement, c'est que finalement, la situation, alors on voit qu'on a encore beaucoup de choses à faire en France et en Europe, mais que tout ça est une affaire d'ambition et de se donner les moyens de l'ambition. Donc, cette ambition, elle est portée aujourd'hui essentiellement par des groupes, par des associations au niveau français, des bonnes volontés, notamment CEF6 qui œuvre depuis 4 ans, mais ça je laisserai Ilham en parler tout à l'heure. Et puis il y a une initiative européenne aussi, parce que on le voit, le retard il n'est pas seulement en France, il est aussi au niveau européen par rapport aux autres pays et notamment aux États-Unis et puis en effet Israël. Donc en Europe, il y a une fondation qui s'appelle Women for Cyber qui a été créée l'année dernière à l'initiative d'une association européenne de cybersécurité qui s'appelle EXO. Et l'idée, c'est évidemment la vocation de cette fondation, c'est de promouvoir la place des femmes dans la cybersécurité, de faire en sorte qu'elles deviennent plus nombreuses, avec évidemment pour objectif ultime d'atteindre la parité.
je reviens 2 minutes sur les fondamentaux et puis pour vous dire pourquoi finalement c'est important qu'il y ait cette parité, cette mixité, cette diversité au sein du secteur de la cybersécurité comme dans les autres secteurs. Finalement, c'est une affaire de compétitivité parce que les études le montrent. Notamment, il y a une étude du MIT qui le démontre formellement. À compétences équivalentes, un groupe est plus performant quand il est mixte que quand il a un seul genre. Hein, c'est factuel. Également en cybersécurité, c'est aussi une affaire de ressources parce que vous le savez, en cybersécurité, comme dans le numérique en général, mais encore plus dans ce secteur très très pointu de la technologie, on manque de ressources. Donc pourquoi se priver de 50% des ressources et du vivier potentiel? Donc c'est bien là qu'il y a un enjeu dans la cybersécurité. Donc Women for Cyber commence à œuvrer à ce sujet parce qu'il s'agit aussi de faire du lobbying et d'agir sur la réglementation. Parce que pour débuter, c'est toujours comme ça, on voudrait que ça vienne naturellement, mais il faut d'abord faire de la réglementation pour finalement éveiller les consciences et petit à petit faire en sorte que ça devienne naturel, de favoriser la place des femmes, de les former plus et de les accueillir plus dans le monde de la cybersécurité. Donc ça, c'est le sujet de Women for Cyber. Et d'ailleurs, il y a un chapitre français de Women for Cyber qui est en cours de création, notamment avec différents acteurs du monde de la cybersécurité et évidemment le CEPSIS qui est un acteur majeur de cette ambition. Alors, il y a des choses quand même qui ont avancé. Je parlais d'ambition et puis de se donner les moyens. Il est certain qu'il faut aussi être appuyé au niveau politique. Donc, il y a quelque chose que je voulais partager avec vous et auquel j'ai participé la semaine dernière, qui était la remise du guide de bonnes pratiques innovantes en matière d'égalité des femmes et des hommes dans l'industrie. Alors, la cybersécurité est une des filières de l'industrie en France. Elle soutient la filière notamment du numérique qui est, on va dire, la relève et qui va soutenir aussi cet effort global industriel français dans l'économie. Et donc, la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, a fait cette remise du guide de bonnes pratiques la semaine dernière, d'ailleurs avec le marrainage de Elisabeth Moreno, dont tu as parlé tout à l'heure, Bertrand. Et c'est une très bonne nouvelle parce qu'on voit, on peut s'inspirer d'actions qui ont déjà été prises au niveau industriel par des femmes dirigeantes, parce qu'il y en a un petit peu plus en proportion dans le monde de l'industrie en général que dans la cybersécurité. Et c'était intéressant de voir aussi, c'était aussi satisfaisant de voir que à notre petite échelle, chez Idinomic, on a déjà développé des pratiques de ce type. Parce que moi, je crois à l'exemple, à la valeur de l'exemple. C'est finalement en montrant l'exemple et en faisant des choses, des petites actions, que on va susciter peut-être des vocations. Et donc on est assez fiers chez Idinomic d'avoir 30% de femmes et aussi dans tous les secteurs, dans toutes les fonctions, et notamment il y a pas mal de femmes dans les fonctions techniques. Et alors, surtout que les collaboratrices et les collaborateurs d'Idinomic ne m'en veuillent pas si je ne cite pas tous les exemples, je vais en citer que quelques-uns parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais il y a des exemples assez emblématiques chez nous. Par exemple, il y a une personne qui était à l'administration des ventes et qui a eu envie de devenir responsable des ressources cryptographiques, qui est un métier très technique. On l'a écoutée, on a été d'accord pour qu'elle se forme, et puis elle est devenue ce qu'on appelle un key manager. Et un peu plus tard, elle a voulu encore changer de métier et elle est devenue chef de projet pour déployer des sujets de PKI, c'est-à-dire des projets de déploiement de services de certification électronique, qui est quand même très technique, alors qu'elle avait une formation d'école de commerce. Donc, c'est très important d'écouter les ambitions des personnes et de les accompagner dans les évolutions de carrière. Au niveau du recrutement aussi, il faut être très ouvert.
par exemple, on a recruté une personne qui a une formation littéraire, qui avait démontré ses capacités à être formatrice sur des sujets techniques, pas encore aussi techniques que nos sujets de PKI, eh bien, elle est devenue formatrice en PKI et les clients en sont très contents. Encore un autre exemple, on a pris en alternance une personne qui finissait son diplôme d'ingénieur et qui a fait une spécialisation en cybersécurité et en cryptographie. Eh bien, cette personne a fait son chemin aussi chez nous et elle est devenue responsable de la sécurité des véhicules communicants dans l'équipe innovation, qui est un sujet phare pour l'entreprise. Donc voilà, ces exemples sont assez emblématiques. Et puis, j'en tire des enseignements. Le premier enseignement, c'est que tout est possible. J'en suis la preuve aussi, puisque moi-même, j'ai pas du tout de formation technique, j'ai fait une école supérieure de commerce. Et puis, j'ai navigué dans ce secteur passionnant de la cybersécurité. Donc, tout est possible. Il y a encore beaucoup à faire. Et puis, dernier enseignement, il faut communiquer parce que c'est justement en mettant en avant ces rôles modèles, ces actions qui sont faites petit à petit, qu'on va susciter les vocations. Donc, il faut communiquer. Donc, merci Bertrand de nous donner cette tribune et surtout d'en faire une première tribune, un premier rendez-vous avec d'autres rendez-vous à suivre, parce que c'est comme ça qu'on va essaimer et prêcher la bonne parole. Bon, merci Coralie. Bon, on se l'est dit, de toute façon, il y en aura d'autres. Il y en a d'autres, effectivement, sur cette thématique. Merci pour ton témoignage et j'ai bien aimé les exemples que tu nous as cités voilà, sur des personnes qui viennent dans le recrutement, qui n'ont pas forcément une formation initiale dans la cyber et qui s'intègrent parfaitement dans le rôle d'entreprise jusqu'à prendre des rôles de leader, de manager dans l'organisation. J'en profite également pour passer un message, je ne l'ai pas dit en début de webinaire, si vous avez des questions pour nos intervenants, c'est le moment. Vous utilisez la fonctionnalité, posez une question dans le chat et bien sûr, on va se prendre 4-5 minutes à la fin pour se répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Coralie, pour Muriel, sur leur témoignage, besoin de compléments d'information, avec grand plaisir. Et également pour Ilan. Donc Ilan, bienvenue dans ce webinaire et encore merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Voilà, je pense que tu vas nous parler de ton expérience personnelle et puis aussi, bien entendu, nous parler du sepsis, et puis j'en profite voilà, pour faire un petit peu de pub parce que je l'ai lu ce week-end. Tu me l'as envoyé la semaine dernière, le bouquin, moi j'ai beaucoup aimé, je ne porte pas de suite à capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité. C'est vrai, dans la cyber, on a toujours la notion de dire la cybersécurité, c'est réservé pour des hommes, c'est des hackers qui sont dans le garage avec le suite à capuche. Non, pas du tout, pas du tout. Donc je pense que c'est important de dire les choses là-dessus. Et puis, écoute, bienvenue et je te laisse la parole. Et n'hésitez pas, je rappelle, voilà, si vous avez des questions, vous utilisez le chat avec grand plaisir. On se prend 5 minutes là, vers 11h40. L'idée, c'est de terminer 11h45 parce que voilà, on est sur un webinaire un peu en plein été. Donc, c'est format 45 minutes. À toi, Ilan. Merci Bertrand. Merci Muriel et Coralie pour vos témoignages. Donc moi, j'ai effectivement une expérience de pilotage en tant que directeur exécutif au sein d'une grande ESN d'une activité de cyber, sur des activités de conseil, d'intégration de solutions de cyber et de services managés avec des activités de SOC et de gestion de la menace. Et j'ai eu à piloter la croissance d'une activité cyber pour une grande ESN qui est Soprasteria. Et j'avais toujours deux enjeux, toujours en tête, qui étaient importants pour moi. Toujours de garder une politique RH qui est ouverte à la mixité et à la diversité, diversité de profils, diversité de genre évidemment, mais diversité de parcours et de compétences pour faire en sorte effectivement d'apporter le plus de valeur ajoutée à nos clients dans les missions qui nous étaient confiées. Et puis humilité aussi de considérer que seul on ne peut pas toujours conduire tous les défis
et que l'enjeu à la fois de la croissance dans le monde cyber, ça se gagne collectivement. Alors dans une ESN, ça se gagne collectivement dans une logique d'ouverture sur son écosystème, hein, les institutionnels, on en a parlé, les acteurs de l'éducation, les startups qui sont souvent des partenaires extrêmement intéressants, puis aussi tous les acteurs dans le monde RH. Et moi, je pense notamment à quelques chasseurs de tête avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler et sur lesquels il y avait un mandat clair de nous apporter des candidates autant que nous apporter des candidats. Et c'est aussi en pilotant par les objectifs et par cette valeur-là qu'on arrive aussi à avoir des résultats. Donc ça, c'est mon petit éclairage dans le temps qui m'est consacré à titre perso. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai cette raison de cet élan collectif que j'ai décidé il y a maintenant 18 mois de rejoindre le CEF6. Donc, je veux bien que tu passes le slide suivant, Bertrand. Le CEF6, je l'ai découvert en fait par une recommandation d'un de mes contacts à l'ANSSI qui est venu me voir sur un salon et qui m'a dit « Mais Ilham, tu connais le CEF6, j'imagine ?» Ben non. Et ben voilà, je te mets en contact avec le CEF6 et ça a été pour moi l'occasion de découvrir finalement le travail réalisé par cette association depuis 4 ans. À l'initiative de Nassira Salvan, qui en est la présidente et qui finalement vit cette association comme une mission et comme une ambition d'œuvrer pour la mixité et de permettre du coup à de jeunes femmes ou à des femmes disposant d'une première expérience de rejoindre ce secteur-là. Le CEF6, effectivement, est membre fondateur de Women for Cyber, puisque Nassira siège, comme Coralie, au conseil d'administration de Women for Cyber. Le CEF6, évidemment, aspire à être un acteur important du chapitre français de Women for Cyber. Coralie en a parlé tout à l'heure, qui est voilà, en voie d'être construit. On espère que ce sera pour les mois prochains. Mais le CEF6 œuvre depuis du coup 4 ans autour de 4 axes. Sensibiliser les jeunes publics à l'usage sécurisé du numérique, mais aussi sensibiliser au métier de la cyber. Promouvoir, Coralie et Muriel l'ont évoqué, il faut mettre en visibilité les femmes invisibles qui sont actrices de ce secteur-là. Et c'est une occasion, effectivement, de le promouvoir. Donc, le livre dont tu as parlé, Bertrand, y contribue. Mais on a également d'autres initiatives en ce genre. Éduquer, on est acteur en termes de formation et j'aurai l'occasion d'y revenir également. Et puis également éclairer. L'idée, ce n'est pas simplement juste d'œuvrer pour la mixité, mais c'est aussi d'amener du contenu. Donc, on est sollicité pour pouvoir participer à des tables rondes et du coup contribuer à des débats autour des enjeux de la cyber. Et ça, c'est un élément qui est également important. Alors, je voulais zoomer sur 3 initiatives. La première, c'est celle de la sensibilisation et de la formation. On aura œuvré auprès de 1000 collégiennes et lycéennes pour faire découvrir les métiers de la cyber. Nous avons un programme de mentorat qui est extrêmement actif et qui a permis à des jeunes femmes d'être accompagnées depuis leur réflexion initiale, quant au choix de se réorienter vers la cyber, jusqu'à l'accompagnement au choix de la formation et au fait de trouver un emploi. Et nous avons construit, notamment avec quelques acteurs partenaires, des cursus de formation de reconversion. Donc, on est notamment partenaire de la Wild Code School, sur une formation spécifique d'ailleurs à la formation des femmes dans le monde de la cyber, qui nous permet justement de tenir cette vocation-là. Deuxième initiative que je souhaitais souligner, c'est le slide suivant, Bertrand. C'est ce fameux livre qui a été reconnu d'ailleurs livre d'utilité publique. Je ne porte pas de sweat à capuche, pourtant je travaille dans la cyber. Un livre qui finalement a trois objectifs: faire découvrir finalement les métiers du monde de la cyber. Il n'y a pas que le hacking, il y a une variété de métiers effectivement qui est extrêmement riche et dont on a absolument besoin pour pouvoir couvrir finalement les enjeux de la chaîne de confiance numérique. Le témoignage de 23 femmes issues de parcours complètement différents qui permettent justement de découvrir la variété des profils qui existent. Et puis enfin, troisième partie du livre, une mise en lumière des formations, en formation initiale, en formation continue, qui permettent d'accéder au métier de la cyber. Un livre que nous avons d'ailleurs pu
offrir à pas mal d'acteurs hein, du monde de l'orientation, voire comme à des partenaires qui du coup en font la promotion. Et ce livre nous a d'ailleurs été permis d'ailleurs de l'éditer grâce au soutien de 15 partenaires du monde de la cyber qui nous ont accompagnés. Et puis enfin, dernière initiative et du coup dernier slide, c'est le lancement prochain du Trophée de la femme cyber, première initiative en France de ce type-là. Alors, il y a plein de trophées, mais dans la cyber, il n'y en avait pas forcément. Et on a décidé en fait de venir adjoindre à notre colloque annuel qui se tient fin octobre, ce trophée de la femme cyber. Tu peux peut-être aller sur le slide concerné, Bertrand. Trophée de la femme cyber qui va permettre de récompenser. Ouais. Oui, là c'est très bien. Bon, qui va permettre de récompenser. Oui, c'est parfait. Qui va permettre de récompenser plusieurs femmes dans différentes catégories, femmes cyberdirigeantes ou entrepreneurs, femmes professionnelles de la cyber, là on va retrouver toutes les fonctions avec une dimension de gouvernance ou d'expertise, femmes dans les métiers support de la cyber, hein, ça a été évoqué par Coralie comme par Muriel. Ben, on a besoin de fonctions RH fortes pour soutenir la croissance de ces secteurs, de fonctions support, de fonctions autour de la gestion des partenariats, de fonctions business, et c'est aussi important de les mettre en lumière. Et on a voulu également créer une catégorie femmes cyber étudiantes pour aussi montrer que voilà, il y a des étudiantes qui font le choix résolu de cette orientation et que ça peut être intéressant. Le trophée aura lieu le 27 octobre, mais le site est d'ores et déjà disponible, un site dédié pour le trophée. Donc, je profite du coup du webinaire pour inviter toutes les femmes qui souhaitent postuler ou qui souhaitent recommander des femmes au parcours intéressant à postuler à ce trophée-là. Nous allons mettre en lumière 3 femmes par catégorie, ce qui nous permettra de mettre en lumière 12 femmes et de remettre ensuite, le 27 octobre, pendant la cérémonie de clôture de notre colloque, le trophée à ces femmes, toujours dans cet objectif de mettre en lumière ces femmes pour montrer que c'est possible. Voilà, c'est ça la vocation du CEF6 et on entend pouvoir continuer à la développer, et toutes les énergies à la fois d'adhérentes ou de partenaires qui veulent nous accompagner dans cette mission sont les bienvenus. Ok. Mais écoute, merci beaucoup Ilham, et merci voilà tout le travail qui est fait notamment sur le CEF6. Je vois également Nassira Salvan là, qui est connectée avec nous. C'était le plaisir d'être connecté avec nous ce matin. Merci Nassira pour j'ai vu ta petite note. Effectivement, le CEF6, il est aussi impliqué depuis 4 ans dans la formation, le mentorat et l'accompagnement, et c'est pas seulement dans la sensibilisation. Donc merci de nous avoir fait ce commentaire en live dans le webinaire. On a il y a une quarantaine de personnes là qui sont connectées. Là, on avait plus de 65 inscrits, donc c'est déjà un excellent score. Je vous propose 11h40. On avait dit on se fait 5 minutes de questions. Alors j'ai une première question là de Mounir. Alors qui est une question: suite à vos témoignages et parcours, quel est le plus gros frein selon vous? Le plus gros frein, c'est nous-mêmes. Oui, exactement. J'allais le dire, Muriel. Mais le frein, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Coralie, qui est exactement juste. Et Mounir, on vous le dit, finalement, tout est une question d'ambition, mais ambition dans le bon sens du terme. C'est-à-dire pas dans une démarche opportuniste, en revanche, dans une démarche de réalisation de soi. Et se donner le droit d'abord en tant que femme. Et ensuite, les moyens d'accéder à la condition de soi-même et donc à la réalisation de soi-même et donc de ses ambitions, ça nous appartient à nous. Je dis toujours qu'il faut être étoffé de l'intérieur pour pouvoir justement aller vers l'extérieur. D'abord, conditionner son être pour pouvoir l'ouvrir à l'autre. Donc, le seul frein, Mounir, c'est nous-mêmes. Mais ce n'est pas qu'une question de femmes, hein. C'est femmes et hommes. En fait, ce frein-là, il vient de très très loin. Hein.
Et c'est pour ça que CEPSIS d'ailleurs agit vraiment très très tôt, et que dans le guide dont j'ai parlé tout à l'heure, d'ailleurs peut-être on pourra mettre un lien à l'issue de ce webinaire, mais parce qu'il est très intéressant ce guide. En fait, il y a des biais cognitifs qui existent depuis très très tôt, depuis l'enfance, depuis les jeux. Ça on le sait, les jeux qui sont réservés plus ou moins aux garçons, plus ou moins réservés aux filles, d'une part. Et puis, il y a des biais cognitifs aussi dans les recrutements. C'est-à-dire, il y a des questions qu'on pose à des femmes et qu'on ne poserait pas à des hommes, et qui, petit à petit, au fil des années, au fil des cursus des femmes, induisent chez les femmes elles-mêmes une espèce de complexe à se dire « Ouais, en fait, c'est peut-être pas pour moi ». Donc, tu as raison, Muriel, il faut croire en soi. Il faut croire en soi, être complètement décomplexé. Souvenez-vous, tout à l'heure, dans ce que je racontais, j'utilise beaucoup cette expression d'être décomplexé, parce qu'en effet, tu as raison, tout vient de l'éducation, à la maison, à l'école, dans l'éducation, et c'est pour ça que je reprends l'exemple israélien en parlant de ce terrain de jeu finalement expérimental, où jeunes filles et jeunes hommes se mêlent et s'entremêlent dans effectivement des aventures de vie. Finalement, on en est là, pour pouvoir justement mener à bien leurs conditions d'abord pour aboutir vers leur réalisation et leur ambition. Et ça, c'est très important. Tout est une question d'éducation et de formation. Alors du coup je te coupe la parole, Muriel. J'ai une autre question, c'est pour Ilham. Doit-on être dans la cyber en France pour candidater au trophée? Est-ce qu'on doit… Alors, j'ai une question d'Aurélie. Doit-on être dans la cyber en France pour candidater au trophée? La cyber? Je n'ai pas entendu. Oui, alors, je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai une question d'Aurélie en ligne qui demande pour le trophée, est-ce qu'on doit être en France pour candidater? Oui, on doit être en France ou vraiment en Europe. Enfin, France ou Europe, pays frontaliers francophones. D'accord, ok. Une autre question également pour toi, je vais beaucoup d'initiatives. Ouais, je profite de l'autre que j'ai des questions qui tombent. Quelles sont les conditions pour devenir membre du CEPSIS? C'est très simple, l'adhésion, elle est vraiment symbolique, elle est de 50 € par an. D'accord. Et donc, il suffit de cliquer sur le lien adhésion sur le site du CEPSIS. Une question pour toi, Muriel. Pour lancer sa start-up dans la cyber en tant que femme, tu recommandes de le faire en France ou en Israël? Ah, ça c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Encore une fois, ça dépend si on a cette âme d'entrepreneur pour être un vrai entrepreneur et pas dans la posture de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'en Israël, au regard, encore une fois, ce n'est pas une question de meilleure recherche, meilleure techno, meilleure innovation. C'est une question de comment j'envisage cette aventure entrepreneuriale parce que je suis d'abord un entrepreneur. En France, il est difficile, même si on a des initiatives merveilleuses, qu'on a des ingénieurs extrêmement affûtés, extrêmement aiguisés, avec des technologies avérées, il est difficile de monter à l'échelle dans les startups, malgré les efforts du public, et d'ailleurs trop d'efforts du public, me semble-t-il, parce que dans l'aventure entrepreneuriale, il y a aussi cette capacité à pouvoir aller lever des fonds dans les marchés privés, parce que le public, notamment en Israël, ne le permet pas. Donc, qu'on soit en France, qu'on soit en Israël, la seule recommandation ou ailleurs d'ailleurs, la seule recommandation que j'aurais, c'est d'abord, avant de s'improviser, peut-être entrepreneur, bien valider qu'on a cette âme d'entrepreneur. Et être un entrepreneur, pour moi, c'est d'abord être l'entrepreneur de sa propre existence et de sa propre création. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette conscientisation de soi qui fait qu'on veut véritablement aller vers ses vrais désirs. On a trop en France et en Europe d'excellents ingénieurs qui s'improvisent entrepreneurs et qui, après 2, 3, 4 ans, vont hélas dans le mur parce qu'ils n'ont pas ni l'équipe, ni l'agilité, ni le conditionnement, etc. Donc, qu'on soit encore une fois en France, en Israël ou ailleurs, formez-vous, désirez vraiment être un entrepreneur pour devenir un vrai entrepreneur et là, le monde est ouvert. Donc, en Israël, si ça vous plaît, il y a la mer, c'est très sympa, mais en France, c'est très bien aussi, si on se donne les moyens. Ok, merci. Merci Muriel. Dernière question de Loubna. Comment inspirer les jeunes générations?
Elle est active. Je le disais, moi je pense beaucoup à la valeur de l'exemple, donc je maintiens qu'il faut beaucoup communiquer sur le sujet. D'ailleurs, je me permets de compléter, alors je sais pas si on le voit bien là, parce que il y a un autre livre qui est qui fait des portraits de femmes dans le monde de la cybersécurité, dans différents secteurs d'ailleurs, hein, dans le juridique par exemple, il y a des avocates, il y a des commissaires de police, voilà, et puis il y a aussi des spécialistes de la cybersécurité, c'est Cyberwomen, qui a été écrit par Sylvaine Lux, qui est rédactrice en chef de MacSecure et l'informaticien. Et donc, voilà, lire le livre de Cef6, lire ce livre, c'est voir des parcours inspirants. Et puis communiquer. Alors une des raisons pour lesquelles moi je suis dans beaucoup d'instances comme Exatrust, comme l'IRT Systemix ou d'autres encore, c'est parce que en effet il n'y a pas beaucoup de dirigeantes dans le secteur de la cybersécurité, et ça permet de parler à mes pairs et notamment qui sont aussi dirigeants d'entreprises de la cyber, et puis de partager les expériences, et ils me disent mais comment tu fais pour former, recruter, etc., plus de femmes, parce que c'est vrai qu'il y a peu de candidates, mais encore une fois, on n'est pas obligé de venir du monde de l'ingénierie et de la cyber, on peut créer des parcours de formation au sein des entreprises, et notamment des entreprises et des PME en croissance dans le monde de la cybersécurité. Donc voilà, la valeur de l'exemple, la communication, c'est clé. Tout à fait. Juste pour compléter les propos de Coralie, par exemple au CEF6, on a prévu une édition 2 du livre du CEF6. Une des idées, c'était d'en faire une dédiée justement aux étudiants. Parce qu'on sait très bien que l'orientation scolaire aujourd'hui, elle est complètement biaisée et genrée, et qu'effectivement, dans la quote-part qui part vers les filières scientifiques, puis vers les filières IT, ça se rétrécit vraiment comme peau de chagrin. Donc, mettre en lumière des parcours d'étudiantes, ça concourt à rendre le sujet accessible, parce qu'une jeune étudiante ou une jeune lycéenne, même si elle voit de très beaux profils dans les 2 livres qu'on vient d'évoquer, voilà, des magistrates seniors, ça ne va pas lui parler de la même manière que quand elle voit une lycéenne, une étudiante, et de se dire effectivement pourquoi ça a du sens. Et il y a un deuxième axe sur lequel effectivement on réfléchit, c'est faire découvrir ces métiers-là par le jeu auprès de ces populations jeunes. C'est aussi une bonne façon de rendre le sujet plus accessible auprès de ces populations-là. Tout à fait, c'est exactement, et je me permets d'interrompre, c'est exactement ce qui se passe en Israël, et je l'ai dit tout à l'heure, au jardin d'enfants déjà, aux plus jeunes, on acculture finalement les tout petits, parce que tout petit deviendra grand, que les cerveaux, pardonnez-moi l'expression, sont encore malléables, qu'il n'y a pas encore de barrières psychologiques, névrotiques, sociétales, sociales ou que sais-je encore, qui fait que la créativité, l'imagination, l'agilité, mesurer aussi la capacité à prendre des risques par de l'improvisation, par du jeu, par du ludique, c'est extrêmement important. Et au-delà des sujets comme la cybersécurité ou les nouvelles technologies, c'est éminemment important pour la construction de son être à l'échelle personnelle. Parce que quand on est abouti personnellement, on peut tout faire ensuite. Et ça, c'est le message que moi, je passe à tous les jeunes quand je les rencontre. On peut tout faire dès lors qu'on est abouti. En tout cas, qu'on est à l'intérieur de soi réalisé. Est-ce que je peux juste rajouter un élément que j'ai vu et que j'ai trouvé très intéressant la semaine dernière dans les témoignages de femmes patrons d'industrie. Il y a des patronnes d'industrie qui ont passé des contrats avec les recruteurs et qui demandent à leurs ressources humaines d'intégrer obligatoirement en fin de parcours de recrutement au moins une femme. Ils ont écrit ça et c'est contractualisé. Donc là, c'est une action très concrète qui favorise la candidature des femmes pour n'importe quel poste. Très bien. Okay, merci. Du coup, on a un petit peu dépassé le temps. Là, voilà, je vois c'est 11h48. Voilà, je voulais vous remercier sincèrement à toutes les trois d'avoir participé ce matin à ce webinaire sur la place de la femme dans la cybersécurité. Je pense qu'on s'est dit beaucoup de choses. On a, je pense, largement la matière pour refaire des futurs webinaires. Je n'ai pas encore de date, mais je pense que ça sera en octobre
ensemble là-dessus. Moi, voilà, à titre personnel, voilà, ça a été un grand plaisir d'animer avec vous cette édition et d'être très bien entouré. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un très bel été, de profiter des vacances, de bien sûr continuer d'appliquer les gestes de barrière et de tous, bien sûr, d'être en bonne santé et de revenir pour la rentrée en septembre en pleine forme, bien sûr, travailler sur la cybersécurité. Et je vous dis de toute façon à très bientôt et merci encore à toutes et à tous. Merci Bertrand. Merci à toi Bertrand. Merci à toutes les deux. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.